Salut les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Content de vous retrouver ce soir, vendredi 19 septembre, pour cette chronique hebdomadaire, comme d'habitude, avec Jacob Cohen. Bonsoir, merci Wari, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Toujours un plaisir de vous avoir, Monsieur Cohen, hein. Merci. On a pris l'habitude de ce rendez-vous hebdomadaire. Il y a beaucoup de choses à dire cette semaine. On va aller, comme d'habitude, hein, sur l'actualité en général, sur le Moyen-Orient et la dernière réunion qui a eu lieu d'urgence, hein, une réunion d'urgence qui a eu lieu en début de semaine à Doha, au Qatar. C'est la Ligue arabe et les pays musulmans. Alors moi, je disais la Ligue arabe, mais en fait, c'est l'ensemble avec l'ensemble, la Ligue arabe et l'organisation des islamiques, pardon. Donc il y avait une cinquantaine de pays, je crois, hein. Voilà, oui. Et en fait, la dernière fois, je vous ai dit qu'il n'en sortira rien, ou pas grand-chose. Et la semaine dernière, je pensais uniquement qu'il y aurait les pays de la Ligue arabe. Et j'étais surpris de voir, dès dimanche, on a annoncé la Turquie, l'Iran, et puis finalement, la plupart des pays de l'OCI, ça veut dire l'organisation de la conférence islamique, qui étaient présents. Donc 50 pays sur 56 ou 57. Et c'est vrai que quand j'ai entendu que la Turquie et l'Iran allaient participer, j'ai eu un petit mouvement d'espoir, parce que je me suis dit quand même, ça va donner un coup de pouce, un coup de fouet à cette réunion de la Ligue arabe. Mais en fait, voilà, bon, ça n'a pas donné grand-chose. C'est-à-dire, concrètement, bon, comme on pouvait s'y attendre, il y a eu des expressions, des gesticulations verbales. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, on s'est gargarisé que l'Égypte a appelé Israël son ennemi. Voilà. Après, je sais pas, attendez, ça fait 40 ans de paix froide, l'Égypte a appelé Israël son ennemi. Mon Dieu, j'imagine que Netanyahou a dû faire des cauchemars et ainsi de suite. Enfin voilà, bon, on a parlé aussi d'un traité entre l'Arabie saoudite et le Pakistan. Ça veut dire un traité de, comment dire, d'alliance. C'est-à-dire que si un pays était attaqué, l'autre se considérera comme étant attaqué. Or, le Pakistan est une puissance nucléaire. Mais bon, je crois pas trop. Enfin voilà, bon. En fait, bon, le problème, c'est quoi? C'est que si les 50 pays avaient voulu, ils auraient annoncé qu'ils suspendaient toute exportation dans les 24 heures jusqu'à ce que l'agression sioniste s'arrête. Et elle serait arrêtée au bout de quelques jours, parce que l'Occident ne peut pas se permettre un arrêt des exportations. Le problème, c'est que pour tous ces pays, euh, chaque jour qui passe, ils ont des responsabilités. Si vous voulez imaginer, chaque jour d'exportation, je ne sais pas, ce sont des dizaines de millions de dollars qui rentrent, ce sont des circuits, ce sont des assurances. Et, et donc, ils sont pris dans l'engrenage du commerce international, des contrats internationaux, etc. Et, et donc, bon, voilà, il y a des intérêts économiques, commerciaux. Ils ont des responsabilités étatiques énormes. Voilà. Et bon. Et malheureusement, en fait, c'est ça le drame. Vous savez que parfois dans l'histoire, quand on étudie l'histoire et on dit, mais comment on a pu laisser faire ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans? Eh bien voilà,
nous vivons une chose effroyable. Et malheureusement, je l'ai dit dès le début, je n'ai pas changé d'avis, que les sionistes arriveront à leur fin. Voilà. Et ils l'ont annoncé dès le 8 octobre, dès le 8-9. Et je l'avais dit, et je l'ai répété il y a quelques jours dans une interview à une radio algérienne, qu'ils arriveront à leur fin. Voilà. Malheureusement, c'est écrit, voilà. Et, et les autres, vous savez, il y a beaucoup de pays, finalement, il ne faut pas se leurrer sur les États. Vous savez, c'est une région, j'ai posté un truc cette semaine où j'avais dit que le lobby, ou le régime sioniste, avec ses alliés, est en train de saliver sur le développement de Gaza comme zone immobilière qui va prospérer, hein. Donc qui va générer des dizaines, sinon des centaines de milliards. Et malheureusement, il y a beaucoup de pays qui voudraient avoir leur part de gâteau, hein. C'est ça le monde, comment il marche. Voilà. Voilà. Je regrette, mais c'est comme ça. Et puis, il y a aussi, j'aurais aimé que les groupes qui défendent la Palestine fassent un examen de conscience et se remettent en question. Parce que finalement, d'où vient le pouvoir sioniste dans les pays occidentaux? Ben, il vient parce qu'ils ont fait main basse sur les médias, sur l'économie, sur la politique. Regardez par exemple les États-Unis, ils tiennent le pays dans leur coupe. Imaginez aujourd'hui l'article 1er de la Constitution américaine dont les Américains se glorifient, la liberté d'expression. Vous savez, on dit toujours la liberté d'expression en Amérique, c'est sacré, l'article 1 de la Constitution, etc. Eh bien, les sionistes ont dit, c'est pas pour eux. Voilà. Quand il s'agit d'Israël, et la plupart des universités américaines, les centres du savoir, les centres de l'intelligence, se sont conformés aux diktats de l'administration Trump et ils ont dénoncé les étudiants et les professeurs qui ont manifesté contre Israël et qui seront probablement punis. Pourquoi ces universités ont fait ça? Parce que on les a menacés de leur couper les subsides. Et il va y avoir aux États-Unis, vous imaginez, aux États-Unis où le discours était libre, il va y avoir, comme en France, on va punir les discours de haine. Vous imaginez? Alors qu'avant, je veux dire, il y avait l'extrême droite, l'extrême gauche, etc. Mais les discours de haine uniquement concernant l'antisémitisme. Mais l'avantage, si vous voulez, à trop vouloir dominer, opprimer, le lobby judéo-sioniste est tombé dans son propre piège. Aujourd'hui, l'Amérique se réveille. On est loin du réveil européen. Les Européens, comme d'habitude, ce sont des petits joueurs de rien du tout, ils sont lâches. Aux États-Unis, aujourd'hui, il y a des députés, je vous invite il y a des traductions quand même, à suivre Max Blumenthal, par exemple, ou les vidéos de le Judging Freedom, etc. Il y a une révolution fantastique qui se passe aux États-Unis.
aujourd'hui, on découvre à quel point le lobby judéo-sioniste contrôle l'Amérique. Vous savez, il y a, comment il s'appelle, Sachs ou Blumenthal, enfin bon, ils disent que même Trump, il a peur du lobby. Il a peur, voilà. Il a la trouille. Il n'a pas envie de se faire descendre. Voilà. Vous savez, le Charlie Kirk, celui qui a été assassiné il y a quelques jours, il avait dit pourquoi il a été assassiné. Bon, on ne sait pas encore, mais enfin, on peut deviner pourquoi. C'est quelqu'un qui était très populaire chez les jeunes. Il avait des millions et des millions. Et il était sioniste à fond. Et depuis quelques mois, il commençait à changer d'avis. Il voyait ce qui se passait à Gaza. Il voulait même aller voir Trump pour qu'il ne bombarde pas l'Iran. Et il a déclaré, enfin, moi je l'ai entendu, il a déclaré qu'il a été convoqué par un milliardaire Rahman, américain, juif américain. Il lui a dit, écoute, tu as des problèmes d'argent, on te donne 150 millions de dollars. 150 millions. Et juste, tu continues à supporter Israël. Il a dit non, j'ai pas envie. Et il a dit à ses amis, je l'ai entendu là, cette vidéo, il a dit, j'ai peur, il me fiche la trouille. Voilà. Et aujourd'hui, on découvre que ces gens, ces sionistes, ils terrorisent la classe politique, ils terrorisent les journalistes. Et ça sort de partout. Et le lobby judéo-sioniste, il est aux abois. C'est extraordinaire. Vous savez, c'est à force de vouloir te contrôler, à force de vouloir jouer les durs, à force de vouloir leur dire aux Américains, nous sommes vos maîtres, vous obéissez, vous nous donnez tout l'argent qu'on veut. Eh bien, ça marche de moins en moins. Et il y a une révolution qui est inimaginable en Europe. Vraiment, je vous invite à suivre. C'est fantastique. En tout cas, j'essaierai de vous tenir au courant, enfin, au moins dans les grandes lignes. Et franchement, je veux dire, vraiment, alors qu'en Europe, on est encore, vous savez, on va reconnaître l'État palestinien, enfin, c'est pathétique, c'est minable, c'est lamentable, enfin, alors qu'aux États-Unis, je veux dire, si des gens en Europe, en France, si des youtubeurs tenaient le 10e de ce qui se dit aujourd'hui dans les sites américains, mais la police serait à 6 heures du matin chez eux. Voilà. Et donc, à quelque chose, malheur est bon, c'est-à-dire qu'ils se croyaient invincibles, ils se croyaient tout permis, et aujourd'hui, on découvre voilà, comment ils terrorisent, comment ils contrôlent. Et c'est la Maison-Blanche, elle est truffée de micros du Mossad. Voilà, elle est truffée de micros partout. Ils sont sous surveillance. Voilà. Et ils tremblent devant. Mais, et c'est ça qui est bien, sont des sites qui ont 5, 6 millions, 8 millions. Il y a les Tucker Carlson, il y a les Candace Owens qui disent, qui parlent de tout ça. Et là, je pense que nous assistons au début de quelque chose d'extraordinaire. Je pense que vraiment, bon, ça ne viendra pas demain, mais si le bastion américain tombe, et il est condamné à tomber, à mon avis, parce que ça va à une allure extraordinaire. Eh bien, je pense quand même que les jours les jours du sionisme sont comptés. Voilà. En tout cas, parce que le bastion américain, il doit tomber, enfin, pas d'un moment à un autre. Il va tomber, voilà, parce qu'il est ébranlé. Et donc, je pense que, et il faut voir d'ailleurs la panique qui saisit la classe politique israélienne. Netanyahou, il est aux abois. Enfin, il a dit 3 ou 4 fois
qui n'y est pour rien. On a même publié la lettre d'un rabbin. Imaginez, il a envoyé une lettre de condoléances. J'ai vu la lettre, j'ai vu la photocopie de la lettre, qui était envoyée 4 jours avant l'assassinat. Imaginez. Bon, ils ont dit il y a une faute de frappe. Mais vraiment, les Américains découvrent horrifiés l'emprise du lobby sioniste sur leur vie, sur leurs universités, sur leur classe politique, etc., etc. Et ils le disent, ils le clament haut et fort, et c'est extraordinaire. Voilà. Alors merci, si, bien sûr que c'est en direct, bien sûr que c'est en direct. Nous sommes avec Jacob Cohen, comme tous les vendredis. Pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Altitude pour pouvoir revoir la rediffusion. Donc on est parti, Monsieur Cohen, de la Ligue arabe. On a digressé un petit peu sur les États-Unis et tout ça. Effectivement, oui. Moi j'ai mis comme titre ce soir pour l'émission, j'ai mis j'ai mis le monde arabe et musulman vs l'entité sioniste. Alors, moi, je voudrais revenir sur la question de la Ligue arabe, oui. Monsieur Cohen. Alors, c'était une réunion donc voilà, vous avez parlé de ces cinquantaines de délégations qui étaient là, et normalement, toutes ces délégations ont pris la parole. Il me semble, mis à part une. Et ce qui m'a semblé bizarre, c'est la présence donc du frère du roi Mohamed VI, mais par contre, il n'y a pas eu de prise de parole, alors que toutes les autres délégations ont pris la parole. Vous l'expliquez comment, M. Cohen? Peut-être qu'il était gêné, je ne sais pas, mais il y a un peu de quoi. Il y a un peu de quoi être gêné. Mais enfin, je veux dire, l'Égypte n'a pas de leçon à donner, la Jordanie n'a pas de leçon à donner, les Émirats arabes unis n'ont pas de leçon à donner. Voilà, donc d'ailleurs, j'ai vu que dans les médias marocains se sont félicités que la réunion de Doha a félicité la monarchie marocaine pour son action à la présidence du comité Al-Quds. Bon, voilà, justement, M. Cohen, j'avais une question à ce sujet. Allez-y, je vous laisse finir. Oui, donc on se félicite comme on peut, parce que franchement, j'ai souvent dit que le Maroc, depuis 1973, préside le comité d'Al-Quds, qui est censé sauvegarder la souveraineté de Jérusalem, Al-Quds, de l'occupation et de la judaïsation. Mais on peut dire que ce comité n'a servi à rien, ou en tout cas, ça n'a pas empêché ni l'occupation, ni la judaïsation, etc. Et le Maroc reste toujours président du comité Al-Quds. Bon. Ce sont les particularismes du monde arabe par rapport à Israël. Non, on peut revenir sur la Ligue arabe, malheureusement. C'est-à-dire que le monde arabe traverse. C'est terrible pour le monde arabe, parce qu'en fait, c'est pas tellement. Enfin, c'est la Palestine, bien sûr, mais c'est aussi l'aveu d'un échec, l'aveu, d'une soumission du monde arabe. Parce qu'en fait, c'est quoi le fait de ne pas relever le gant du sionisme? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils acceptent les dictates du sionisme. Quels sont les dictats du sionisme par rapport au monde arabe? D'abord, vous n'utiliserez pas, vous n'aurez aucun accès à l'énergie nucléaire. Voilà. Ça veut dire que les pays qui veulent dans le monde peuvent s'initier au nucléaire, pas la guerre, pas l'atome, pas la bombe atomique, maîtriser l'énergie nucléaire, tout simplement. Voilà. Eh bien, le monde arabe n'a pas le droit. Et ça, c'est un diktat israélien. Peut-être un jour, je ne sais pas si c'est dommage, j'ai oublié je ne sais pas si j'ai enregistré cette vidéo. Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo à Rabat. On m'avait invité en 2012-2013
Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que l'université américaine à Beyrouth, en 1961-62, avait développé un système autonome de fusées. Vous savez, à l'époque, c'était le début des satellites, des fusées, etc. Et ce département particulier de l'université de Beyrouth a commencé, il est allé voir des artisans, ils ont commencé avec des petites fusées de 20 cm, 40, 60. Et ils sont arrivés à construire des fusées d'1 mètre, 2 mètres. Ils ont développé comment dire, le fuel, enfin pour les lancer, et ils sont arrivés à envoyer des fusées jusqu'à une distance de 500 km jusqu'à Chypre. D'accord? 102, 103. Et j'ai apporté les références. Hein. Eh bien, Israël est passé par les Américains et ils ont dit à l'université américaine de Beyrouth qu'il faut arrêter tout ça. Et ils ont arrêté. Ça veut dire qu'en fait, ce dont les Arabes, enfin, je ne sais pas s'ils en sont conscients, mais le monde arabe, on lui dicte son niveau de développement économique, scientifique, culturel, politique, et on lui dit il faut que tu restes dans le sous-développement. Voilà. Tu n'as pas à te développer de façon comme ci ou comme ça. Voilà. Parce qu'il y a un maître sioniste qui est à Tel Aviv et qui vous dit voilà ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et malheureusement, par exemple la Syrie aussi, on lui a détruit des centres de recherche, etc. Et donc en fait, le monde arabe régresse sur tous les plans. C'est-à-dire que son développement, vous imaginez, le monde arabe est indépendant depuis 60 ans. Et le monde arabe vient de montrer encore une fois, c'est ça qui est dramatique. C'est pas tellement, même si c'est important, bien sûr, c'est pas tellement la Palestine, c'est pas tellement Gaza, mais c'est la démonstration de sa soumission, de son acceptation d'un maître sioniste. C'est ça que le monde arabe doit comprendre. Voilà. Alors, M. Cohen, je voulais revenir sur le fait que le Maroc soit donc, depuis 73, vous venez de nous donner la date, Oui. que préside le comité Al-Quds. Mais ça a quelle symbolique d'être président du comité Al-Quds et comment se fait-il que justement, depuis 73, c'est toujours le roi du Maroc qui est donc le président? Il n'y a pas de, c'est-à-dire il y a pas de, on ne change pas, c'est toujours le roi du Maroc. Parce que Hassan II a eu l'intelligence, c'est ça le cynisme de ce monarque, c'est que dès les années 60, il était lié intrinsèquement avec Israël et le Mossad. Et donc, quand il y a eu la guerre de 67, il a fait semblant d'envoyer des troupes pour aider l'Égypte, etc. Évidemment, la guerre s'est terminée au bout de 6 jours. Ils sont arrivés un mois après. Bon, enfin, c'est pas grave. Mais l'occupation d'Al-Quds a été, comment dire, un truc terrible pour les Arabes, pour les musulmans. Et il a eu, voilà, c'est ça le cynisme. C'est-à-dire qu'il a dit, je vais créer un comité Al-Quds pour défendre Al-Quds. Alors qu'il n'en a rien à foutre, lui, d'Al-Quds. Ni lui, ni son fils, ni la classe politique marocaine. Voilà. Et donc, il a trusté ce comité. Et donc, comme il était copain avec l'Arabie Saoudite, les monarchies du Golfe, etc., il a conservé la présidence du comité Al-Quds et son fils, quand il est monté sur le trône, il a hérité de ce titre. Et voilà, malheureusement, imaginez, pour moi, c'est une humiliation terrible pour le monde arabe. C'est-à-dire que celui qui est à la tête, et il est le plus grand allié d'Israël,
sur tous les plans, enfin sur le plan stratégique, militaire, du renseignement, enfin, etc., etc. Et c'est lui qui préside le comité Al-Quds, alors que Al-Quds, elle est en train de, enfin, je sais pas, moi, il y a déjà 200 000 colons dans Al-Quds du côté arabe. Enfin, c'est dramatique. Voilà. Très bien, merci M. Cohen. Vous avez parlé donc à l'instant de l'énergie nucléaire, que justement ces États n'ont pas le droit de développer justement pour leur pays. Hein. Il y a eu une réunion tout récemment de l'AIEA où justement l'Algérie, pays qui a assisté à cette réunion, a prôné justement pour que des États justement puissent développer cette énergie à des fins au moins civiles pour le développement des pays, quoi, de chaque pays, qui ne peuvent pas aujourd'hui développer cette énergie. Je voulais juste le souligner. Monsieur Cohen, oui. Il y avait une autre question concernant la Ligue arabe, toujours, cette réunion, et ce qu'il en ressort aussi quand même, ce qu'il faut souligner, même s'il en ressort rien pour nos frères palestiniens, mais il en ressort quand même qu'à l'unanimité, bien sûr, mis à part, je pense que les États qui ont normalisé sont gênés un petit peu, mais il en ressort qu'il a été demandé à ce que les pays normalisateurs tente ou essaierait de prendre un petit peu de distance avec cette entité, qui est très compliquée pour certains pays. Voilà. Non, ce sont des vœux pieux. C'est-à-dire, on n'imagine pas l'Égypte faire ça. On n'imagine pas la Jordanie faire ça. Voilà, on n'imagine pas le Maroc faire ça. Donc, on n'imagine pas les Émirats arabes unis faire ça. D'ailleurs, l'Arabie saoudite, je l'ai dit, je le répéterai, lorsque la situation se sera un petit peu d'une façon ou d'une autre calmée à Gaza, pas calmée, c'est-à-dire, enfin, je ne sais pas si, c'est-à-dire, voilà, bon, peut-être qu'on aura effacé la majorité des Palestiniens à Gaza, l'Arabie saoudite, elle est destinée à normaliser ses relations avec Israël. Donc, en fait, l'Azerbaïdjan est un allié stratégique d'Israël. Donc, en fait, ce sont des déclarations vides de sens. C'est ça le malheur, c'est ça le malheur des Arabes du monde arabe. Le malheur du monde arabe, c'est qu'ils disent des choses dont ils savent que c'est impossible à faire. C'est dommage. Et il vaut mieux qu'ils se taisent. Voilà, il vaut mieux qu'ils ne se réunissent pas, ou il vaut mieux qu'ils ne disent rien. Voilà, il vaut mieux qu'ils disent nous avons voté des résolutions qui restent secrètes, parce qu'ils se couvrent de ridicule. Voilà, malheureusement. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'Égypte a voté pour suspendre? Mais jamais de la vie. L'Égypte, le régime égyptien, il repose sur cette normalisation. Voilà. Et je parle et les autres, et ceux qui ont formellement normalisé, et ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais qui sont, enfin, je veux dire, l'Arabie saoudite, ça fait 20 ans qu'elle collabore avec Israël sur le plan comment dire, elle laisse passer les avions, les missiles israéliens, elle collabore sur le plan du renseignement, etc., etc. Donc, il faut. C'est terrible de se voiler la face comme ça, voilà. Excusez-moi, voilà, je vous invite pour celles et ceux qui veulent participer à faire la demande, hein, que ce soit sur TikTok ou X ou sur les autres plateformes, je vous ai mis le lien. Alors, M. Cohen, il y avait un commentaire concernant justement cette réunion, plus ou moins un commentaire de Mehadi qui nous dit j'ai fini de lire l'État d'Israël contre les Juifs de Sylvain Sipel. Je ne sais pas si vous savez, vous connaissez? Oui, je connais, oui. Voilà. Donc, pour lui, il en ressort deux conclusions. Le sionisme est une pathologie mentale
Et deuxième conclusion, un espoir existe malgré tout. Qu'en pensez-vous? Alors, je ne sais pas si c'est une pathologie mentale. Non, pour moi, c'est un projet politique sérieux, dynamique. Malheureusement, il avait un défaut. C'est-à-dire, c'était un, comment dire, ne me méprenez pas. C'était un beau projet. C'est-à-dire, développer une nouvelle façon d'être juif, plus révolutionnaire, plus progressiste, etc., etc. Malheureusement, il y avait un ver dans le fruit, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas imaginer collaborer pacifiquement, vivre pacifiquement à côté des Arabes. Et c'est ça qui, au départ, ça pouvait ne pas porter à conséquence, parce qu'il maîtrisait la situation dans les années 50, 60, 70, 80. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas voulu réaliser que le ver était dans le fruit et qu'il était en train de pourrir le fruit. Voilà. Avec la colonisation, le développement des religieux, du messianisme, etc. Je veux dire, pour un sioniste de gauche historique, aujourd'hui, Israël est une. Oui, c'est une folie mentale. Mais il n'était pas comme ça. C'était pas évident au départ. Alors, est-ce qu'il y a une solution? Je ne crois pas. Pour moi, le sionisme, il ne peut pas, comment dire, s'amender au point de faire la paix. C'est impossible. Voilà. Moi, je dis aux Arabes, ce pays-là, vous ne pourrez jamais faire la paix avec lui, il n'acceptera jamais la paix. Et si vous pensez que vous pouvez faire la paix avec lui, c'est que ou vous êtes idiot ou vous êtes naïf. Voilà. C'est impossible, c'est dans l'ADN du sionisme, c'est la guerre, la domination, l'apartheid, le racisme, la conquête. Voilà. C'est dans l'ADN, c'est impossible. Voilà. C'est eux ou vous. Donc, il n'y a pas d'espoir de ce côté. Voilà. Ça doit finir dans un bain de sang. Voilà. Malheureusement, et je ne peux pas imaginer. Enfin, la preuve, c'est que, vous savez, il y a 30 ans, il y a 40 ans, le sionisme avait toutes les cartes en main pour faire une paix fantastique. Aujourd'hui, il peut plus. C'est-à-dire que il y a 30-40 ans, la gauche était majoritaire. Yitzhak Rabin, s'il avait voulu, s'il n'avait pas été, au fond, un sioniste, c'est-à-dire dominateur, impérialiste, colonialiste, etc., il aurait pu arriver à une paix avec les honneurs. Mais malheureusement, il était, comment dire, il y avait le ver du sionisme dans son sein, c'est-à-dire la domination. Il fallait qu'il arnaque les Palestiniens. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Donc, il ne peut pas y avoir de solution pacifique. Et donc, OK, à mon avis, aujourd'hui, les sionistes sont en train de triompher. Enfin, Netanyahou et sa clique, mais à mon avis, ils sont en train de creuser leur tombe. Voilà. Bien sûr, ce n'est pas demain, ce n'est pas dans un an, mais le processus a commencé et malheureusement, il sera violent et sanguinaire. Voilà. Et ça ne peut pas être autrement, malheureusement. Donc, effectivement, hein, il en ressort qu'il n'y a que le rapport de force qui doit être inversé pour que ça change. Hein. Si les Arabes étaient intelligents, je m'excuse, hein, enfin, quand je parle des Arabes, je ne parle pas des citoyens, des gens qui sont ici, qui écoutent, etc. Je parle des élites politiques, artistiques, culturelles, économiques, etc. Il y a un moyen de saper la légitimité de combattre Israël. Et c'est terrible. Moi, je n'arrive pas à comprendre quand on a une telle force. Il faut développer la propagande, la contre-information, et ils ont les moyens de le faire. On peut faire 10 films par an,
des documentaires, des fictions, etc. On peut acheter des chaînes de télé aux États-Unis, en France. On peut acquérir des journaux. On peut développer des réseaux. C'est ça le travail, le vrai travail. Voilà, quand je dis s'ils étaient intelligents. Voilà. Et malheureusement, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Voilà, il y a cette incapacité à s'organiser. Il n'y a qu'à voir là en France. En France, il y a 5 ou 6 millions de Maghrébins ou 7 millions. Et ils se font tourner en ridicule par une petite communauté de 10 fois, 15 fois inférieure. Voilà. Et je regrette, s'ils étaient organisés, le CRIF, comment dire, ses jours sont comptés. Voilà. Mais malheureusement, on le laisse faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Israël est faible, c'est-à-dire il a des points faibles. Et c'est là où il faut. C'est pas les militaires. Ok, militairement parlant, c'est pas qu'il est intouchable, mais bon, c'est très difficile. Mais même si le Hezbollah a montré le contraire, le Hamas a montré le contraire, les Houthis ont montré le contraire. Mais bon. Mais sur le plan comment dire, de l'information, du renseignement, de l'organisation, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Alors, avant de donner la parole à Lily sur TikTok, il y avait un petit commentaire, Monsieur Cohen, un boulevard porterait le nom de Hassan II, paix à son âme, en Israël, à Kiryat Akron, est indiqué sur la plaque bienfaiteur des Juifs. Oui, oui, je sais, oui, oui. Je peux pas. J'ai vu la photo, enfin, il y a quelques temps. Hein, et, je sais qu'ils ont mis un truc comme ça à son nom. D'ailleurs, ils ont donné un nom à Charlie Kirk. Ils sont précipités pour lui donner le nom d'un boulevard à Natania, qui est une ville francophone. Vous voyez déjà la manœuvre. Hein, c'est. Alors, je savais que Hassan II avait un timbre à son effigie. Il y a même Mohamed V, je crois, mais je ne suis pas sûr. Mais Hassan II, oui. Ah non, Ouais. mais Hassan II a rendu des services fantastiques à Israël. D'accord. Alors, bonsoir Lily. Lily, le micro. Ah oui, tu m'as muté, excuse-moi. Bon, salam alaikum, l'ahwari. Bonsoir, monsieur Cohen. Bonsoir. En fait, je voulais faire part d'une remarque. C'était un titre que j'ai lu chez un Libanais à propos de la réunion débile du Qatar qui s'est précipité à effectuer pour sauver le peu d'honneur qu'il a. La phrase m'avait fait à la fois sourire, limite j'avais les larmes aux yeux. Il avait dit, ce Libanais, sur son compte Facebook, au final, la Ligue, enfin le sommet d'urgence de la Ligue arabo-islamique a mis au monde un nouveau-né mort, même pas assassiné par Israël. Ah, ça m'a flanqué un coup. Ça signifie à la fois que, habituellement, c'est eux, les Sions, qui tuent tout espoir dans la région, mais là, pour une fois, c'est eux-mêmes qui se sont limite entretués. Donc, j'ai aimé la phrase. Je l'ai aimé, on disait long, il y a de quoi débattre autour de la phrase. En fait, je suis montée parce que on m'avait fait un petit peu sourire en disant qu'il y a moyen d'affaiblir encore Israël, d'affaiblir, d'attaquer ses points faibles, parce qu'ils ont des points faibles. Ils avaient parlé qu'il fallait faire de la propagande, du journalisme, en parlant des Maghrébins. Mais, Monsieur Cohen, je connais pas très bien le monde arabo-musulman là-bas du Proche-Orient. Expliquez-moi un truc. Le Qatar, qui joue un jeu dangereux pour les Français, moi en tant que musulman, je vois pas trop le danger. Hein, on parle des fréristes et compagnie, de planter des mosquées, de s'intégrer de différentes manières. Pourquoi ils préfèrent dépenser leur argent dans l'immobilier, dans le PSG, plutôt que d'acheter un journal? Un journal. Constamment, il y a des journaux qui sont en vente. Pourquoi, d'après vous? Est-ce qu'on leur interdit? Est-ce que là, il y a qu'on appelle ça un genre c'est quoi le terme des gens, un terme italien, là, pas nomenclature. Il y a un terme pour dire entre nous, on ne dit pas publiquement, mais on s'interdit de faire ça. C'est quoi le terme déjà? Une espèce d'omerta, voilà. Une espèce d'omerta. Est-ce qu'en réalité, le Qatar, qui a l'air d'être puissant en France, aimerait acheter des journaux parce qu'ils savent le pouvoir de la propagande ou de l'info, mais l'omerta au sein de ceux qui veulent vendre leur journal, de se dire hors de question, pas des Arabes, pas des musulmans.
Est-ce que vous avez une info là-dessus, par exemple, ou pas, vous, Monsieur Cohen? Elle va tenter de vous répondre, Lily. Merci. Écoutez, tout à l'heure, quand j'ai dit de s'organiser, il ne faut pas compter sur les États. Parce que si le Qatar ou n'importe quel gouvernement arabe se décidait à agir dans le sens où je l'ai dit, il se fera taper sur les doigts. C'est-à-dire, il va recevoir un message du Mossad ou de la CIA ou du gouvernement, etc., lui dire, écoutez, hein, vous déconnez, là, vous exagérez. Vous pouvez acheter le PSG, vous n'allez pas acheter Libération. D'ailleurs, si vous vous souvenez, une fois, j'avais dit ici même, jamais, par exemple, il y a des Juifs qui ont acheté Libération, qui ont acheté BFM, mais jamais on aurait laissé, jamais un Arabe n'oserait même s'il a 18 millions, c'est pas grand-chose, 18 millions, mais jamais un musulman n'oserait venir dire j'achète Libération. Enfin, ça veut dire qu'en fait, moi, je m'adresse à la société civile, c'est-à-dire je m'adresse aux intellectuels, à ceux qui sont engagés, à ceux qui ont des sites, des chaînes YouTube, etc. Ce sont ceux-là qui peuvent s'organiser, s'unir et mener des combats dans ce sens-là. Voilà. Mais même à ce niveau-là, malheureusement, c'est pas qu'ils n'ont pas la volonté, ils sont désunis. Ils n'ont pas une volonté commune. Ils n'arrivent pas. Vous savez, par exemple, enfin, moi, j'ai déjà dit, vous savez, quand j'ai voulu lancer la journée de la jupe ou des trucs comme ça, bon, il manque cette volonté, cette persévérance, etc. Donc, moi, je m'adresse plus, je ne fais pas confiance aux États. Les États peuvent donner de l'argent. Par exemple, on peut aller voir un gouvernement du Qatar ou de l'Algérie, ou je ne sais pas, leur dire, écoutez, donnez-nous 10 millions, 20 millions, et puis après, nous, on va faire quelque chose. À mon avis, ils le feraient. Bon, voilà. Mais ceux qui peuvent mener ce combat, ce sont des individus, des associations, etc. Mais il faut qu'elles s'organisent, qu'elles s'unissent. Voilà. Elles sont trop divisées. Et malheureusement, elles ne peuvent pas, avoir une efficacité redoutable. Voilà. Alors qu'elles auraient le moyen. Enfin, par exemple, mettons, si les 5 ou 6 millions de Maghrébins se disaient, tenez, il va y avoir des élections, on va leur dire, mot d'ordre, ne votez pas pour tel, votez pour tel. Imaginez si les 5 ou 6 millions se mobilisaient. Mais ça sera la terreur dans les partis politiques. Vous imaginez la peur qu'ils auront s'ils savent qu'il y a 5 millions de Maghrébins qui vont se reporter sur un candidat ou sur un parti. Mais ça, il faut que, il faut que les communautés maghrébines, musulmanes, arabes, ce que vous voulez, intègrent cette idée qu'ils peuvent arriver. Voilà. Qu'en s'unissant, qu'en travaillant. Ça ne vient pas comme ça. Et c'est ça aussi, il faut une certaine persévérance. Voilà. Une volonté, une persévérance, le sens du sacrifice, de l'organisation, et qu'il faut avoir un but au-dessus de tout. On sacrifie tout pour ce but-là. C'est-à-dire, on n'est plus ni marocain, ni algérien, ni berbère, ni ceci, ni cela. Voilà. Nous avons un idéal commun. Voilà à qui j'adresse le message et de quelle manière je le vois se réaliser. Voilà. Là. Monsieur Cohen? Je te remercie beaucoup. Vas-y. Oui, du coup, Monsieur Cohen, mais quel serait l'idéal, le projet commun pour que les Maghrébins s'unissent en achetant une presse? Parce qu'on est tous nous distingue, en fait. Vous avez ce côté algérien qui pense un jour retourner au pays, ce côté marocain qui pense retourner un jour au pays, avec leur nationalisme pro-monarchie anti-algérien, l'algérien pareil. Donc, qu'est-ce que serait ce point commun qui nous pousserait à nous unir pour acheter une presse
dont les articles seront de notre côté, dans notre sens. Ce que j'essaie de comprendre, à part l'islam, est-ce que c'est pour stopper l'islamophobie en donnant une belle image de l'islam? Je vois que ça, en fait, comme point commun qui nous pousserait à nous unir pour acheter une presse, pour dire du bien de l'islam. À part ça, ce qui est déjà pas mal. Moi, un jour, j'avais proposé ici même, à 2 ou 3 reprises, ou plus, de se mettre d'accord pour se mettre derrière une association. Voilà. C'est-à-dire, vous vous souvenez, moi, par exemple, le CCIF, je ne suis pas membre, je n'ai pas d'action, ils ne m'ont jamais demandé une interview, donc je n'ai aucun intérêt. Pourtant, je les défends, parce que pour moi, c'est une organisation dynamique, capable, qui veut défendre. Bon, c'est-à-dire, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que, regarde, souvent je dis, regardez comment les Juifs fonctionnent, les judéo-sionistes fonctionnent. Ils ont une organisation qui s'appelle le CRIF. Le CRIF unit tout le monde. C'est-à-dire c'est une organisation chapeau qui chapeaute toutes les associations juives, religieuses, communistes, capitalistes, du business, des intellectuels, tout le monde. Voilà. Enfin, tous ceux qui veulent. Voilà. Et moi, je suggère que les responsables se discutent entre eux, ceux qui ont des sites, des chaînes, des journaux, je ne sais pas ce que vous voulez, et se dire, il faudrait qu'on se mette pour 2 choses, 2 idéaux, voilà, c'est-à-dire la défense de musulmans en France et la défense de la Palestine. Voilà. Nous sommes unis. Ça veut dire nous appartenons à une association qui va centraliser toutes les actions pour ces 2 idéaux. Pour le reste, vous êtes différents. Si vous êtes marocain, vous restez marocain, algérien, vous restez algérien, etc., etc. D'accord? Voilà. C'est ça le truc. Malheureusement, en tout cas, moi, je pense que c'est c'est la seule solution pour arriver à unir toutes les forces vers cet idéal. J'ai rencontré une amie qui m'avait contacté il y a quelques mois. Elle m'a dit, je vais m'y mettre. Bon, je lui ai dit, bon courage. C'est-à-dire d'arriver à un consensus pour se mettre derrière une association commune qui défend 2 choses. L'islam, enfin les musulmans, le droit des musulmans contre l'islamophobie et la Palestine. Je veux dire, on peut quand même s'entendre sur ça, qu'on soit berbère ou nation, enfin tout ce qu'on veut, on peut s'entendre sur ça. Et si on a une association qui a 2 millions de membres, donc avec 50 millions d'euros de budget par an, ben je vous assure que cette association, si elle est dynamique, si elle est militante, si elle est capable, si elle n'a peur de rien, eh ben, avec 50 millions d'euros, 1000 avocats, etc., eh ben, je vous assure qu'elle arrivera à des résultats extraordinaires. Donc voilà, si vous avez des antennes, des amis, des liens vers des associations, essayez de faire germer cette idée que devrait se mettre sous le parapluie d'une association commune. Voilà. C'est ça du concret. Voilà. Moi, je ne parle pas en l'air. Voilà. Moi, je donne des pistes. Voilà. Ok, merci, M. Cohen. Lily, peut-être je te redonnerai la parole après. Fabrice, je vous donne la parole dans quelques minutes. Il y a une question, M. Cohen, concernant l'inaction des pays arabes. Est-ce que ce serait justement les accords d'Abraham qui sont le problème et qui maintiennent les pays arabes dans l'inaction? Pas du tout. Les accords d'Abraham sont la conséquence de leur inertie. C'est-à-dire, à un moment donné, ils étaient tellement faibles, les pays arabes, ils étaient tellement soumis, ils étaient tellement complaisants. Et les Émirats arabes unis, et le Maroc, ceux qui ont signé, ils n'ont pas signé comme ça. Ils ont été travaillés 10 ans auparavant. Et on leur a fait comprendre aux chefs, écoutez, vous voulez vous développer tranquillement, l'argent que vous avez à New York dans les banques parisiennes, américaines, vous voulez conserver ces milliards, alors obéissez, soyez gentils,
soyez sympa, ne faites pas les malins. Vous savez, on peut vous détruire comme on a détruit Kadhafi, comme on a détruit Saddam Hussein. D'accord? Donc, si vous êtes gentil, sympa, obéissant, voilà. Et donc, ils sont montrés gentils et ils ont signé des accords. Les accords d'Abraham, pour moi, ne sont que la suite logique, la conclusion de ces années de harcèlement des régimes arabes pour leur dire, vous n'avez pas intérêt à vous révolter. Voilà. Vous avez intérêt à vous soumettre. Très bien, merci M. Cohen. Fabrice, bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais quand même rajouter un petit truc qui me chiffonne. Recréer une association qui pourrait regrouper des gens d'une communauté. On sait très bien que dès celle-ci, elle va commencer à avoir un petit peu de pouvoir ou un petit peu de monde. Elle va être polluée complètement par les lobbies aujourd'hui. On voit déjà, moi je donne juste un petit exemple, hein, malgré toutes les réactions de l'OTAN, de l'UNICEF, de tous les organismes qui ont pu être des associations ou des organismes d'État qui ont donné leur avis, aujourd'hui on n'en tient pas compte. On voit bien que le système est maintenu par le pouvoir financier et ce qui est affreux aujourd'hui, c'est que le pouvoir de certaines personnes empêche d'autres de faire ce qu'ils auraient envie. Je reviens quand même sur un petit détail. Quand on voit le nombre de manifestations qu'il y a eu dans le monde aujourd'hui, et ça, c'est pas pour être au contraire négatif, c'est pour être optimiste, du nombre de personnes qui ont compris ce qui se passait et où les peuples déjà de ces pays-là ne respectent déjà pas la vie des gens qui ont manifesté. Et moi, je trouve ça très triste et surtout catastrophique. Tous ces gens qui ont manifesté partout dans le monde et qui ont dressé les drapeaux pour la Palestine et qui se rendent compte que tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui n'a servi absolument à rien, on arrive à un système qui commence à devenir, on va dire, malsain. Comment un peuple peut demander à son président de manifester quelque chose pour ça, et qu'aujourd'hui on voit que des balbutiements, que des paroles en l'air, en disant oui, on va demander, mais il y a toujours un mais derrière ou une petite formule qui fait que on sait très bien qu'ils ne feront rien. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire et je voudrais savoir ce que vous en pensez. C'est-à-dire, en fait, je suis un petit peu. Ce qui me gêne sur ce sujet, c'est que je l'ai déjà abordé à plusieurs reprises et ça me fatigue de revenir sur des choses déjà dites. Et voilà, donc j'ai déjà évoqué des moyens concrets d'organisation, des combats, par exemple, ponctuels, où, vous savez, bon, je vais vous donner un exemple. Bon, je ne sais pas combien de fois j'ai parlé de cette histoire de jupe longue. Vous savez que en 2014, j'ai découvert que des collégiennes et des lycéennes musulmanes, parce qu'elles portaient une jupe longue à l'indonésienne, étaient convoquées par la direction et punies et menacées de mise à pied, bien que ce n'était pas illégal. Je veux dire, on avait le droit de porter ces jupes. Mais c'était une manifestation qui ne plaisait pas au pouvoir. Voilà. Et moi, j'avais dit à l'époque, j'avais lancé l'idée, j'avais même créé une page Facebook où je lançais l'idée la journée de la jupe. C'est-à-dire envoyer 10 000, 20 000, 50 000 jeunes filles le même jour, recruter un millier d'avocats
Et on va dire à l'administration, OK, vous renvoyez ces filles, on va saisir la justice. Voilà, 1000 plaintes, 10 000 plaintes, 20 000 plaintes. Et là, voilà. Et voilà un exemple concret, simple. J'ai reçu beaucoup, à l'époque j'étais assez populaire, enfin en tout cas dans ce domaine, dans ce combat, et malheureusement ça ne s'est pas fait. Voilà. Moi j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai créé une page Facebook, etc. Moi je pensais qu'il y aurait des relais, bien sûr, parce que ce n'est pas moi qui vais contacter 20 000 familles maghrébines, moi je ne connais rien. Hein. Mais si 50 youtubeurs ou influenceurs maghrébins, musulmans, avaient relayé, s'étaient organisés, eh ben, on aurait fait ça. Et là, le CRIF et le gouvernement français auraient compris que les Maghrébins se réveillent. Voilà. Et malheureusement, on ne leur donne pas cette idée qu'on se réveille. Et quand on ne se réveille pas, ils se jouent de nous, ils se jouent de vous. C'est ça le truc, il y a un rapport de force. Pourquoi Israël est si arrogant? Parce que de l'autre, en face de lui, les gens sont mauvais, sont faibles, sont lâches. Et donc, il devient plus arrogant. Mais si on avait montré au CRIF et au gouvernement français, bon, ça va, vous arrêtez maintenant avec l'islamophobie primaire, parce que sinon, vous allez voir ce que vous allez voir. Et là, le gouvernement aurait reculé. Mais si on lui montre la désunion, la lâcheté, la faiblesse, eh bien, il va continuer. Il va continuer, et il continue d'ailleurs. Il se gêne pas, il se prive pas. Et donc, voilà un exemple. Et malheureusement, c'est ça la réalité. Voilà, ce sont des choses concrètes. Alors, moi, je n'ai pas envie d'entrer dans les spéculer sur les raisons, pourquoi on n'arrive pas, etc. Mais en tout cas, c'est un fait. Et je pourrais multiplier les exemples, mais je n'ai pas envie parce que c'est un sujet que j'ai traité, retraité, etc. Et c'est la réalité. Voilà. Eh bien, ils n'ont qu'à. Et le truc, c'est que je n'ai pas l'impression, en tout cas, peut-être, dites-moi que je me trompe, je n'ai pas l'impression que ce problème est traité par les influenceurs maghrébins. En long, en large, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression. Dites-moi que je me trompe, j'aimerais bien me tromper, mais je n'ai pas l'impression que ce soit alors, si je peux me permettre de rajouter quelque chose sur ce que vous venez de dire. Allez-y. Les influenceurs font partie des réseaux. Les réseaux sont généralement complètement, on va dire, gérés par le CRIF. Et on sait très bien que dès qu'un influenceur qui commence à avoir un petit peu d'importance aujourd'hui contre eux, on sait très bien qu'il est bloqué, spoilé. Donc, compter sur les influenceurs, sachant que le CRIF est lui-même le régulateur des services et des réseaux sociaux, on commence à mettre en doute un petit peu les faits qui peuvent être dévoilés ou annoncés ou dénoncés. Non, écoutez, moi je suis sûr que... Non, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que si tous ces influenceurs, ces intellectuels, les philosophes, les universitaires, les avocats, etc., s'ils avaient excusez-moi l'expression, s'ils avaient des couilles, voilà, je regrette d'être vulgaire, s'ils les avaient, eh bien, ils se diraient, eh bien, on va se mettre ensemble et on va se battre, voilà. On n'en a rien à foutre de CRIF, etc. Et on va se battre. Ils ont les moyens de se battre. C'est ça le problème. Je veux dire, on est dans un état de droit. Je regrette. On est dans un état de droit. Et il y a de la justice, il y a des tribunaux, et au-delà des tribunaux français, il y a des tribunaux en Europe, il y a l'opinion publique, etc. Voilà. Eh bien, si on est lâche et faible, si on a dans l'ADN... Pardon, je termine. Je vous ai laissé parler, laissez-moi terminer. Voilà. Si on a dans la tête la mentalité de l'ADN, dans l'ADN, le complexe du colonisé, mais j'y peux rien. Moi, je ne suis pas un chirurgien pour enlever le complexe de l'ADN, le complexe du colonisé. Moi, je fais mon devoir, enfin, je fais ce que j'ai à faire.
c'est aux autres. Maintenant, s'ils ne sont pas capables, je regrette. Voilà, chacun il fait ce qu'il peut, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Avant de redonner la parole à Fabrice, une seconde. Monsieur Cohen, on avait quand même pu pouvoir, on avait quand même pu voir pendant la crise sanitaire qu'on a vécue, qu'on a tous vécu, que le monde entier a vécu, on a quand même pu voir des collectifs naître pour essayer de dénoncer un petit peu tout ce qui y avait de paranormal ou d'anormal face à la situation que l'on vivait. Mais est-ce qu'au final, ça aboutit à quelque chose, tous ces collectifs qui sont nés là? Pas grand-chose. À mon avis, oui. Non, il y a beaucoup de... Ah, je regrette. Il y a beaucoup de gens qui ont quand même... Ceux qui ont eu... Le problème, c'est que moi, par exemple, ça m'a aidé personnellement. Parce que moi, dès le mois de mars 2020, comme j'ai l'esprit peut-être un petit peu rebelle ou quelque chose, j'ai cherché, je me suis dit, attends, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc moi, je ne comprenais rien. J'ai cherché. Maintenant, s'il y a des gens qui ne cherchent pas, bon, tant pis pour eux, mais il y a des millions, enfin, à mon avis, il y a des millions. D'ailleurs, il y a quand même peut-être 10 ou 20% qui ne sont pas tombés dans le panneau. Donc, ils ne sont pas tombés dans le panneau, pourquoi? Parce qu'ils ont été chercher de l'information, etc. Et donc, ils ont eu leur... Mais non, mais sur l'information, Monsieur Cohen, je suis d'accord avec vous, sur l'information, sur oui. par rapport à celle qu'on avait dans le narratif des médias mainstream, effectivement, ça a pu aider des personnes comme vous et moi à ne pas se jeter dans la gueule du loup et tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ils ont quand même imposé, par exemple, au corps médical d'aller se faire injecter. Et si on n'allait pas se faire injecter, c'était du coup vous vous retrouviez sans travail. Et malheureusement, ça a été une réalité quand même. Et c'est pour ça que je me dis, malgré tout, il y a cette obsession des élites gouvernantes d'imposer. Et aujourd'hui, admettons qu'on est un collectif qui naisse pour justement dénoncer toute cette mascarade et tout ce qui se passe à l'heure actuelle et de faire pression vraiment. Est-ce qu'il serait entendu? Bon, voilà, c'est la question que l'on pose aujourd'hui. Si la masse des Maghrébins, et je fais en particulier allusion aux intellectuels. Quand j'ai intellectuel, ça veut dire au sens large. Si ces intellectuels, si 90% d'entre eux ne rêvent que de passer inaperçus et de se dire, bon, je suis maghrébin, je suis musulman, j'ai pas envie que ça se voit. J'ai un bon job, j'ai un bel appartement, j'ai pas envie d'avoir des histoires, j'ai pas envie de fêter l'Aïd el-Kbir, j'ai pas envie de montrer, voilà, etc. Bon. Si la majorité de la population maghrébine rase les murs, bien sûr, rien ne se fera. Pourquoi ça a marché? Pourquoi le truc du Covid, ça a marché? Parce qu'il n'y a même pas eu un médecin sur deux qui a résisté. Mais je vous assure, si ça s'était passé dans les années 70, moi j'ai connu la France des années 70, mais rien que en 2009, H1N1, ils ont essayé avec H1N1, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance. Mais à partir du moment où il n'y a pas de résistance, moi je dis, si la communauté maghrébine dans son ensemble, enfin en 80%, accepte de se soumettre, de raser les murs, elle se dit, écoute, il ne faut pas que je me fasse voir, il ne faut pas que je manifeste, il ne faut pas, voilà, je suis ici, je n'ai pas tous les droits, je suis très content d'être ici, on me fout la paix. Si 80% pensent comme ça, 85%, mais c'est fichu, hein. Voilà, moi, j'y peux rien. Maintenant, si la majorité des Maghrébins, surtout les diplômés, ceux qui ont des positions sociales importantes, ne bougent pas, c'est la différence. Regardez les Juifs. Plus ils sont en haut dans la société et plus ils s'impliquent. Regardez comment ils s'impliquent dans les médias, dans la politique, la publicité, etc. Alors que les Maghrébins, c'est plutôt le contraire. Plus ils montent dans l'échelle sociale, et plus ils se disent, oula, moi, j'ai pas envie il vaut mieux pas. Voilà, j'ai pas envie. Voilà. Bon, je
Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Moi, j'en sais rien. À ce moment-là, bon, ben, voilà. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Vous savez, l'histoire, sont des cycles. Aujourd'hui, on est à ce niveau-là. Et ben, dans 50 ans, ça changera. Voilà. Peut-être. Très bien. Fabrice, peut-être une dernière chose, Fabrice? Ouais, moi, je reviens quand même sur une généralité. Hein. Pas revenir sur un. Moi, je veux pas revenir sur une religion ou un truc. Moi, je parle des gens en commun, qu'ils soient de toute couleur et de toute race. Les États ont été suffisamment puissants pour éteindre la flamme de l'intelligence en empêchant les grands intellectuels qui commençaient ou les grands scientifiques de parler. Et ils ont imposé leur diktat. Donc on l'a bien compris, on l'a pris en pleine tronche, hein, tout ça. On l'a compris avec... alors pour ceux qui avaient du retard 2 ans après, pour ceux qui avaient beaucoup de retard 6 ans après, mais les informations qu'on avait déjà au début du VAX, pour rester sur un terme qui est plutôt généraliste, on a bien compris que ils avaient bien géré tous les médecins, quels qu'ils soient, hein, chirurgiens, médecins, intellectuels, pour les financer, pour qu'ils soient d'accord avec leur système. Quand on a appris que certains généralistes étaient payés à l'injection et ils touchaient des royalties derrière, on a bien compris la manipulation. Mais surtout, aujourd'hui, on a supprimé en fait, on a retiré à certains médecins leur droit légal sans aucune reconnaissance derrière, ni financière, ni rien du tout, en les abandonnant totalement. Et quand on voit aujourd'hui ce qui est en train de revenir directement comme un peu, je vais dire un peu mawak, ou un boomerang, tout ce qui a été fait à l'époque, qui aujourd'hui est révélé et qui prouve que ces médecins avaient raison et qu'ils commencent, eux, aujourd'hui, à toucher justement les retours des situations qui leur ont été imposées dans le monde. Hein. C'est pas, je parle des États-Unis, du Canada, du Québec, de la Chine. Fabrice, je te laisserai aller au bout, s'il te plaît. On arrive au terme de l'émission. Ok, ah. Voilà. Je sais ce que je voulais en partie dire. Voilà. Je peux pas aller au bout parce que sinon on va trop loin. Je veux pas te gêner trop dans ton émission, mais voilà un petit peu l'idée. On sait très bien qu'on s'est fait complètement avoir. On a été complètement manipulé. Et ils utilisent ce système dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Voilà. Comprenez-le bien. Merci Fabrice. Monsieur Cohen, on va arriver au terme de l'émission. J'avais une dernière question concernant le titre que j'ai mis à cette émission. La Ligue arabe, du moins le monde arabe et musulman, vs l'antitétionniste. Oui. Quel est le score aujourd'hui, monsieur Cohen? Si on jouait au tennis, on dirait 6-0, 6-0. C'est un score jeu blanc, alors, dis donc. Il n'y a même pas de tie-break. Non, je suis désolé. Surtout quand on voit la balance. Quand même. Vous avez 50 pays. Est-ce que vous imaginez la force de frappe de ces 50 pays? Enfin, c'est quand même, regardez la Turquie, l'Iran, l'Indonésie, enfin, je veux dire la Malaisie, l'Azerbaïdjan, l'Égypte. Enfin, je veux dire, je ne sais pas, il y a tellement de richesses, tellement de leviers, et il y a un petit pays de rien du tout, vraiment. Enfin, pays de rien du tout, mais qui a quand même derrière la puissance américaine. Oui, mais regardez les Houthis, comment ils se jouent d'eux. Regardez l'Iran, les Iraniens, comment ils allaient presque les mettre à genoux. Donc, en fait, c'est terrible de savoir qu'on peut vraiment enfin, non, quand même, il ne faut pas. Enfin, ça devient presque comique, tellement
Enfin, c'est tragique, mais quand on pense à ce que tous ces pays auraient pu faire, je veux dire, pour leur fermer la gueule, enfin, non, c'est pas possible. Pourquoi la Chine, la Russie ne bougent pas? Parce qu'ils se disent, après tout, voilà, mais si le monde arabo-musulman allait voir la Chine, il a dit, écoutez, si vous ne bougez pas, on coupe les relations. Si à la Russie, pareil, etc. Eh bien, je vous assure qu'il ferait quelque chose. Voilà. Mais bon, voilà, le monde arabe est endormi. Bon, ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour le réveiller. Ok, bah, ce sera le mot de la fin. Voilà, hein. Donc, en espérant que comment dire, le match s'inverse et qu'il marque au moins Oui, des points. de toute façon, un jour ou l'autre, vous savez, l'histoire, ça change. Hein. Mais il faut essayer faire accélérer un peu l'histoire. Voilà. Très bien. Monsieur Cohen, Bonsoir et à tous. un bon week-end à vous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Voilà les amis, comme d'habitude, pour celles et ceux qui ont pris l'émission en cours, vous avez la possibilité de revoir la rediff. Altitude, c'est le même logo partout, sur Twitter, sur TikTok, sur toutes les plateformes. Abonnez-vous par la même occasion. Vous pouvez soutenir la chaîne avec le petit lien qui est sous le bandeau là en bas. Et puis, on se donne rendez-vous prochainement, bien sûr, comme d'habitude, avec Jacob Cohen. Allez, que la paix soit sur vous. Salam alaikum. Bonne soirée à vous.